compte tenu de plusieurs choses, du caractère étrange, effectivement, de ce film, d'une construction très décousue, et en fait, c'est comme un rêve, ce que a voulu faire justement Cocteau. C'est comme un rêve. Alors d'abord le titre, Testament d'Orphée. Testament parce que veut dire qu'il est quelque chose. Il est, ce film, à d'innombrables jeunesses, je le dis d'ailleurs au début, laquelle à travers le monde l'aide à supporter, d'être incompris par les hommes de sa génération. Et puis Orphée, parce qu'il s'est toujours identifié à la figure d'Orphée. Et d'ailleurs, à tel point que nous, Messins, on peut le voir, Orphée, dans un vitrail justement de la chapelle des Gournay, où on voit cette figure émaciée qui ressemble étrangement à Cocteau dans les années 20. Oui, c'est Orphée, c'est le poète Orphée, qui malgré les vicissitudes de sa vie, il se retrouvait, il ne restait plus que la tête, puisque tout le reste a été tué, coupé en morceaux par les bacchantes, et continue à vivre. Donc ce côté immortalité de ce demi-dieu. Alors je vous dis, ce film est d'abord, c'est comme dans un sommeil, c'est un rêve. Il s'enchaîne, les événements s'enchaînent comme dans un sommeil, où on ne contrôle pas les forces qui nous habitent, et cette logique de l'inconscient, étrangère à la raison. Et alors que le dit fort bien Cocteau, le rêve est rigoureusement fou, rigoureusement absurde, rigoureusement magnifique, rigoureusement atroce. C'est aussi comme une peinture, comme une œuvre peinte. Il fait souvent référence au peintre. On a vu d'ailleurs ses propres créations, Judith et Holofernes, et on a vu d'autres créations de lui. Et c'est pourquoi une œuvre cinématographique, elle est comme une œuvre peinte, c'est-à-dire que ce qui importe, c'est sa matière et sa manière qui compte, et non ce qu'elle représente. Ensuite, si vous voulez, le résumé rapidement de ce film, il s'articule 5 points, si vous voulez. Premièrement, je vais être rapide, le temps anéanti par un revolver. Effectivement, au début, il rencontre un jeune homme, je ne sais pas si vous avez pu reconnaître, c'est Jean-Pierre Léaud. Alors Jean-Pierre Léaud, pourquoi? Parce que ce film n'a pu être fait que grâce à Truffaut. L'argent qu'il a eu pour son film, les 400 coups, ont permis de réaliser ce film de Cocteau. Toute la recette a été offerte à Cocteau. Et donc, que la jeune génération des cinéastes était très proche de Cocteau, de la sensibilité Cocteau. C'est un peu le maître à penser de l'avant-garde. Alors le poète, dans ce film, n'arrête pas de marcher. Il traverse le temps qui doit être anéanti par un revolver. Vous voyez, le scientifique lui donne ce revolver qui lui permet d'aller dans l'autre temps. Il était, lui, en habit du 18e, il va être dans celui de l'homme de 1959. Et c'est Henri Crémieux qui joue ce rôle, justement, du savant. Ensuite, deuxième temps, il est bien sûr frappé par la balle, il rebondit dans un autre temps où il se trouve avec ses propres créations. C'est-à-dire, c'est un tribunal qui est composé de qui? Le jeune poète, on a reconnu ses gestes. Édouard d'Hermite, qui nous rapproche beaucoup de Metz, puisque dans l'exposition qu'on offre ici à la Porte des Allemands, on voit justement ses gestes, c'est-à-dire Édouard d'Hermite. Édouard d'Hermite qui est le lien entre Cocteau et notre bonne ville de Metz, puisque ça lui a permis à Cocteau de connaître notre région, puisque Édouard d'Hermite est de Bouligny. Oui. Et dans l'exposition, on voit des œuvres, parce qu'il se dit peintre aussi, Édouard. Et on voit ses peintures dans l'exposition à la Porte des Allemands. Alors le jeune poète, c'est Ségès, c'est Édouard d'Hermite. La princesse, c'est Maria Cazares, vous avez reconnu. Le fidèle Hortebise, François Perrier. Et ces deux derniers constituent ce tribunal. Il est accusé de quoi, en fait? Il est accusé de transgression. Le fait de transgresser dans la zone où il n'y a ni temps ni espace. Voyez. Et ce poète se défend mal. Il est condamné à vie pour crime d'innocence. Oui. Donc, vous voyez, il n'y a aucune logique, c'est même ridicule, mais c'est sa façon d'exprimer son film, voyez, qui est comme un poème et comme un rêve. Troisièmement, la fleur d'hibiscus, qui permet d'explorer la zone intermédiaire. Hibiscus, c'est un talisman, il possède des vertus magiques. Vous voyez. Cocteau reprend la route et va explorer donc cette zone intermédiaire, cette zone sacrée,
où il n'y aurait plus d'opposition entre temps et éternité. Là continuerait de vivre ses divinités, ses symboles favoris. C'est pour ça qu'il rencontre souvent des figures de la mythologie. Vous avez pu l'observer à la fin, on a vu par exemple, bon, on parlait déjà d'Heurtebise, mais on a vu par exemple tout à la fin, comment ça s'appelle, Oedipe qui a les yeux crevés, vous voyez. On a vu aussi le Sphinx avec ses ailes, voyez, et il les croise sans s'arrêter. Et enfin, la rencontre avec Minerve. Cette rencontre avec Minerve se passe très mal, puisqu'il veut lui offrir une fleur, l'hibiscus, et la fleur d'hibiscus, qui est justement ce talisman. Et au lieu de cela, au lieu de la recevoir comme cadeau, qu'est-ce que fait Minerve? Il transperce le poète et il le fait ensevelir dans un tombeau par les deux hommes chevaux, c'est des êtres psychopompes, si vous voulez, dans la mythologie grecque. Et bon, après il se relève, puisque finalement, en fait, c'est l'action de la phénixologie, dont parlent justement ces gestes, c'est l'art de renaître en permanence. Et à la fin, bon, on a vu à la fin, ou dans la campagne, il rencontre les motards, ce qui fait la jonction avec le film précédent, qui est le film d'Orphée. Alors ici, tout est poème. C'est selon Cocteau, c'est cet expert en phénixologie, selon Salvador Dali, qu'il a repris d'ailleurs de Salvador Dali, c'est la phénixologie. Alors, pour terminer, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le centre. Il veut atteindre, tout son cheminement l'amène au centre. C'est la zone sacrée par excellence. Celui qui cherche le chemin, en fait, c'est un chemin vers soi, vers le centre de son être. C'est un rite de passage, du profane au sacré, de l'éphémère et l'illusion à la réalité et l'éternité, et de la mort à la vie, de l'homme à la divinité. En fait, il y a 3 films orphiques spécifiques. C'est d'abord le sang d'un poète, qu'on a vu dans le premier film, ensuite Orphée, qu'on n'a pas vu, et bien sûr le testament d'Orphée, qui termine ce cycle de orphique. Enfin, pour terminer, ce qui est important, c'est que c'est la transgression. Le fait qu'il veut accéder à cette zone sacrée, il est puni de transgression. C'est tout le sens du tribunal, vous voyez, qui est érigé, on voit avec Heurtebise et puis Maria Casares. Il est accusé de transgresser justement cette zone sacrée. Cette zone où tout est aboli. Le passé, présent et futur sont simultanés, tout est simultané. Ça fait penser aussi au vitrail, je reviens toujours aux vitraux de Saint-Maximin, où on voit au début le vitrail derrière l'abside, c'est l'homme au bras levé. En fait, le vitrail est numéroté 0. C'est aussi, si vous voulez, cette zone où il n'y a plus de temps, il est hors du temps, et hors aussi du genre. Oui, c'est l'être qui est non-genré, c'est l'être, le transgenre, etc. Et on a une structure mythique aussi dans le temps. C'est toujours l'éternel retour. On sort du temps linéaire, le temps qui amène de la vie à la mort. Et là, si vous voulez, la mort, c'est une nouvelle vie. Vous voyez, on tourne, on a l'impression de tourner en rond, c'est le temps mythique, temps de la mythologie. Bon, je vais m'arrêter là, si vous voulez, parce que autrement ça devient trop académique. J'aimerais justement vous laisser la parole, et puis pour intervenir, et si possible, pouvoir vous répondre.